Alors, je parlerai un peu de mes séquelles entre guillemets, donc je parlerai très peu, je pense, si j'y allais de la soirée elle-même, plutôt des séquelles et des conséquences sur les proches. Christophe Naudin. Alors moi j'attendais, c'est venu progressivement aussi mon attente sur le procès, mais j'ai toujours été intéressé par le comment justement, au contraire. Oui, c'est ça. Mais le côté timing, le déplacement des terroristes dans le Bataclan, des choses comme ça. Et le pourquoi aussi, mais le pourquoi pas au niveau des accusés, parce que en fait, ils m'intéressent pas spécialement. Vous intéressent pas les accusés? Non, et pour moi, je me répète un peu, mais je dis toujours, c'est des outils un peu interchangeables, même s'ils n'ont pas le même rôle et que voilà, ça va être intéressant de voir quand même ce qu'ils ont fait. Mais je suis plus intéressé par ceux qui sont au-dessus, qui se sont fait a priori fait droner, comme on dit, mais l'idéologie, on va dire, m'intéresse, même si je vais quand même écouter ce qu'ils vont dire, etc. Mais c'était plus le déroulé de l'attentat et ça, de ce côté-là, j'ai pas été déçu, si je puis dire. Alors, j'ai pas pu venir. Je suis venu que 2 fois parce que je travaille tout simplement et j'ai pas envie de. J'en ai parlé à ma principale. Je suis en collège. Je sais qu'elle va pas m'ennuyer si j'ai envie de venir, mais j'ai pas envie de faire sauter trop de cours. Donc je choisis vraiment les moments où je vais venir. Je suis venu le jour de l'ouverture parce que comme j'ai pas d'avocat. Il fallait que je sois là pour valider le fait que je sois partie civile. Donc là c'était impressionnant parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, même si j'avais déjà vu la salle, mais le fait de voir les accusés et surtout avec les déclarations de l'intérimaire, comme on l'appelle maintenant, sa profession de foi, etc. Ça a un peu plombé l'ambiance, si je puis dire. Enfin, c'était voilà. Après, tout le reste de la journée a été très long, mais on était ensemble entre parties civiles. Il y avait quelque chose quand même qui était intéressant et assez fort à vivre. Et quand je suis revenu, donc je sais plus la date exacte, mais quand il y a eu le policier des constatations, du Bataclan. Là, j'appréhendais. J'étais pas le seul. Ce qui pouvait passer, le fameux audio, le dictaphone, et en fait, ça m'a pas fait grand-chose. Déjà, c'était des sons qu'on connaissait, c'était passé dans les médias, et puis il y a eu des problèmes techniques. C'était pas. Ça m'a plutôt rassuré. Je sais que d'autres ont été vraiment plus frappés, mais donc je me suis un peu redescendu en pression, on va dire, et tout ce qu'il a raconté, même si ça n'a pas répondu à toutes mes questions, notamment sur le mouvement de l'un des terroristes ou sur est-ce qu'ils étaient à l'étage, enfin des choses comme ça. Et je sais, ça a frustré beaucoup d'autres parties civiles. Moi, ça m'a pas, donc je me sens, pour l'instant, je suis plutôt satisfait, mais c'est encore très long. Et j'attends de voir ce qui va se passer. Je vais aller voir à partir de la semaine, où il y a des parties civiles du Bataclan pour en écouter, en soutenir certaines, mais je le prends. J'ai l'impression de le prendre un petit peu mieux, sauf qu'en fait physiquement c'est assez paradoxal. J'ai des symptômes qui ressortent, c'est-à-dire que de stress post-traumatique. Vous l'écrivez dans l'épisode du journal de bord qui va être publié sous peu dans Mediapart. Et donc c'est très paradoxal parce que je suis, mais je suis pas obsédé par les comptes rendus. Puis il y a des comptes rendus qui sont très très bien faits et réguliers. J'ai écouté un peu la web radio notamment. Alors j'ai pas entendu Molmy, mais j'ai entendu le donc commissaire. Donc une web radio, je précise, qui est mise à disposition de toutes les parties civiles qui peuvent pas forcément se déplacer, mais qui leur permettent, avec un différé d'une 30aine de minutes, d'écouter les audiences. Voilà. Et là, j'ai écouté le commissaire de la BAC, qui est vraiment. C'est très important. J'aurais bien aimé le rencontrer, mais voilà, j'ai pas pu le rencontrer, mais au moins je l'ai écouté. Donc ça, j'y arrive, mais en même temps, je ressens ces symptômes que j'ai connus avant et que je connais assez régulièrement. Et donc j'arrive pas trop à comprendre pourquoi je me sens pas frustré et en même temps j'ai ces symptômes-là, quoi. Vous n'attendez rien des accusés, Christophe Naudin. Est-ce que ça vous fait quelque chose quand ils parlent? Est-ce qu'il vous énerve? Est-ce que vous les Non, il m'énerve pas. Comme tu as dit, il y a une chape de plomb quand il est arrivé, qu'il a fait sa profession de foi, etc. Mais après, voilà, j'avais toujours le même sentiment vis-à-vis d'eux. Mais ce qui m'a étonné, c'est le premier jour, il y avait, lui, il était un peu à part. Mais les autres, je les ai trouvés très ordinaires en fait. Ils avaient l'air même un peu perdus, et notamment ceux qui comparaissent libres, ils avaient l'air même en panique en fait. Et sincèrement, ils se demandaient, on sentait qu'ils n'étaient pas à l'aise. Ils faisaient moins les malins qu'Abdeslam. Je les ai trouvés. Moi, je suis pas du genre à dire c'est des fous, c'est des monstres, etc. Pour moi, c'est des êtres humains, voilà. Mais là, j'ai eu des gens ordinaires que je me dis je pourrais croiser en bas de chez moi et ça faisait très bizarre. Il y avait un sentiment à la fois c'est concret, notamment Abdeslam, et en même temps ils font totalement banal, quoi. Donc c'est très bizarre. Après, quand ils parlent,
Voilà, comme j'en attends pas grand-chose, moi je m'étais dit, Deslam, effectivement, soit il parlera pas du tout, soit il va faire cette propagande. Je pensais plutôt qu'il n'avait pas parlé, hein. Mais ça m'étonne pas. Il va dérouler ça. Voilà, il va dire. Et puis comme il sait que ça peut être repris aussi en dehors du procès, parce qu'il y a aussi des gens qui pensent ça, qui disent voilà, s'il n'y avait pas eu les frappes, il n'y aurait pas eu les attentats. Donc il joue là-dessus pour diviser, on va dire. Donc c'est sa ligne apparemment. Christophe Naudin, vous étiez parti pour ne pas témoigner. Et je me pose de plus en plus la question. Alors, mais en fait, c'est pas que ce que je craignais, mais c'est comme mon approche du procès qui a évolué au fil des mois et quand ça commence, voilà. Là, je connais plein de gens qui vont témoigner et qui, je trouve ça vraiment très bien. Je sais que ça va être très bien et je les comprends. Mais je me disais, mais à quoi ça servirait que moi je témoigne? Je vais pas raconter ce que j'ai vécu parce que déjà je l'ai fait ailleurs et puis je vois pas ce que ça ferait pas avancer. Voilà, je ressens pas le besoin parce que je l'ai fait aussi par ailleurs. Et puis là, petit à petit, en discutant avec d'autres parties civiles qui vont témoigner, je me suis dit j'ai peut-être des choses à dire, mais pas qui me concerneraient moi, mais parler plus des conséquences sur mes proches, sur alors, je parlerai un peu de mes séquelles entre guillemets, donc je parlerai très peu, je pense, si j'allais de la soirée elle-même, plutôt des séquelles et des conséquences sur les proches, les victimes ricochet, comme dit Camille Emmanuel, notamment ma mère, mais pas que. Et je me dis voilà, si j'y vais, ce sera pour aborder ce sujet-là, cet aspect qui est un peu moins, voilà. Et, moins connu. Mais j'ai pas encore pris ma décision. D'accord. À la fois la haine qui est là-dedans et l'imbécilité qui est là-dedans, l'imbécilité des arguments, enfin ça renvoie au fait que ma fille et les autres et tous les blessés, etc., ont souffert pour quelque chose qui n'a aucun sens, quoi. Vraiment, oui, il y a eu des moments très étonnants pour moi, puisque c'est lorsque la commissaire qui était chargée de la cellule victime de la police judiciaire, là, qui a fait une présentation, sans être méchant, qui était assez technocratique, avec un PowerPoint, avec les organigrammes, etc. Et puis, tout d'un coup, elle s'est mise à parler d'erreurs d'identification, et puis elle s'est mise à évoquer le cas qui avait été celui de la plus jeune victime du Bataclan, Lola Ouzounian, qui porte le même prénom que ma fille. Il y avait 2 Lola ce jour-là. Et à l'évocation de ce décès, elle a fondu en larmes et moi aussi, ce qui m'arrive quand même très rarement, je dois le dire, depuis. Donc un moment. Voilà, donc il y a eu plusieurs moments forts, beaucoup de moments forts. Par rapport à ce que peut dire Salah Abdeslam ou ce que peuvent dire ou ne pas dire les autres accusés, j'aurais tendance à paraphraser Jacques Chirac. Hein, ça vous en. Voilà, sans faire. Voilà, l'autre. Exactement. Mais parce que il n'y a rien de surprenant finalement dans tout ça. J'avoue avoir été plus perturbé par l'audition et la vision des différents éléments qui ont été donnés sur les revendications de Daesh, que je ne connaissais pour certaines pas dans le détail en tout cas, parce que à la fois la haine qui est là-dedans et l'imbécilité qui est là-dedans, l'imbécilité des arguments, enfin ça renvoie au fait que ma fille et les autres et tous les blessés, etc., ont souffert pour quelque chose qui n'a aucun sens, quoi. Vraiment, voilà. Donc là, c'était en plus avec mise en musique et compagnie, mise en image. Voilà. Et après, oui,
sur le fond de l'affaire, je voulais dire aussi par rapport au travail excellent de Mathieu, et puis là on a vu qu'il y avait aussi ça a été rappelé que David Thompson avait alerté sur les risques de frappe en France et en Europe en avril-mai 2014. Donc, avant la coalition, avant les frappes, la coalition internationale avait été reçue de façon très méprisante. Oui. Mais bon, supposons que Salah Abdeslam et les autres y croient. C'est possible, ça, parce que eux, ils ont pas l'air très futudes quand même. Bon, mais de toute manière, massacrer des innocents parce qu'on n'est pas content de la politique militaire d'un gouvernement, comment peut-on justifier ça? En quoi c'est un argument? Je vois pas. Pour les gens qui fument du tabac légal, vendu dans les bureaux de tabac, est-ce qu'on parle de sevrage forcé pour les consommateurs d'alcool? On parle oui, en France donc de salles de consommation à moindre risque. Il y en a une à Paris, elle est près de la gare du Nord, et il y en a une à Strasbourg. Oui. Une autre est en projet à Marseille, on en avait fait un reportage, projet qui suscite là encore des réticences de la part des élus du gouvernement. À Paris, il y en a 4 qui sont en projet. Je voudrais que vous m'expliquiez... Fred, ils ont eu l'autorisation, Aline. Expliquez-moi, Fred, le concept d'une salle de consommation à moindre risque, puisque votre association, Gaïa, administre la salle de Paris. Pour qu'on comprenne de quoi on parle, parce que tout le monde ne sait pas de quoi on parle. Ce sont des structures dans lesquelles les usagers peuvent consommer des produits qui sont surveillés, enfin contrôlés à minimum, de manière à ce qu'ils ne soient pas toxiques outre mesure. C'est-à-dire qu'en théorie, nous on fonctionne sur de l'injection. C'est la salle, en tout cas de la gare du Nord, est une salle de consommation par injection. Donc avec un contrôle, avec des gens qui sont dans la salle et qui sont là pour assister, pour soutenir les usagers sur la consommation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de transmission, de risque d'abcès, enfin toutes ces choses-là. Donc ça, c'est au plan sanitaire. Après, il y a toute une partie de l'accueil qu'on néglige totalement. C'est pour ça qu'on se bat contre l'appellation salle de shoot. On vient pas se shooter dans ces salles. On vient effectivement éviter de prendre des risques. Après, nous avons des médecins, des infirmières, des professionnels, des psychologues, etc., qui travaillent dans cette salle et qui répondent aux besoins différents exprimés par les usagers. On va aussi, encore une fois, j'entends parler beaucoup de sevrage forcé depuis quelques jours. J'ai juste envie de dire, mais est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est que de vouloir parler de sevrage forcé? Est-ce qu'on parle de sevrage forcé pour les gens qui fument, pour les gens qui fument du tabac légal, vendu dans les bureaux de tabac? Est-ce qu'on parle de sevrage forcé pour les consommateurs d'alcool? On est en train de parler de sevrage forcé aujourd'hui pour les consommateurs de crack. Quelqu'un qui ne va pas adhérer à une dynamique de santé, à une prise en charge de sa santé. Quelqu'un pour qui, on en parlait, les gens sont à la rue. On est dans l'extrême précarité. Celles et ceux qui considèrent qu'il faut guérir l'homosexualité ou la transidentité seront bientôt hors la loi, puisque les thérapies de conversion doivent être formellement interdites dans une loi à venir. Pour en parler, je vous présente donc mes invités. Benoît Bert Seward, je prononce ça bien. Oui. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes réalisateur porte-parole du collectif Rien à guérir et vous avez été vous-même victime d'une thérapie de conversion pendant votre adolescence. Timothée de Roglaudre, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste, vous avez enquêté sur ces thérapies, vous avez signé le livre Dieu est amour qui va apparaître et le documentaire Arte homosexuel, la croisade des guérisseurs. Et Bastien Lachaud, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise, vous avez copiloté une mission d'information sur les thérapies de conversion avec votre collègue de la majorité, Laurence Vanceunebrock, ce qui aboutit à une proposition de loi, je cite, interdisant les pratiques visant à modifier l'identité sexuelle ou l'orientation de genre d'une personne, proposition qui a donc été adoptée hier en commission des lois. Elle crée cette infraction spécifique dans le code pénal. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée, qui est pour la proposition de loi, qui est contre. Elle est très largement adoptée. Et le texte sera examiné en séance publique mardi 5 octobre prochain. L'aboutissement donc d'un long travail. On pourrait se dire là comme ça que évidemment que les thérapies de conversion c'est interdit et qu'on n'a pas le droit de faire ça et qu'il y a ce qu'il faut dans l'arsenal judiciaire. Mais non, visiblement il fallait une loi. En fait, les pratiques sont en effet condamnés, c'est de l'abus de faiblesse, c'est de la torture. La discrimination aussi. Enfin, ou plus mais ça va beaucoup plus loin. Quand on dit torture, ça peut même aller jusqu'à entraîner la mort de certaines personnes. Donc voilà, ces pratiques-là sont évidemment réprimées par le code pénal. Mais ce qui est important, c'est de créer un délit spécifique
pour que les personnes qui sont victimes de ces thérapies puissent prendre conscience qu'elles sont victimes, puissent se sentir reconnues comme victimes, que cela permette un meilleur accueil de ces personnes, notamment dans les commissariats lorsqu'il y a dépôt de plainte, et que cela permette également d'avoir des statistiques sur l'ampleur de ces pratiques, aujourd'hui des statistiques qui n'existent pas. Alors, justement, si on peut faire un peu de contexte, Timothée de Roglaudre, le terme thérapie de conversion qu'on met entre guillemets, bien sûr, parce que thérapie, ça peut avoir un sens positif, alors là on n'est pas du tout dans quelque chose du soin, de l'ordre du soin, donc on la met entre guillemets, ça vient des États-Unis, c'est un terme qui est apparu dans les années 50, et là-bas il y a carrément des stars de la thérapie de conversion. Ouais, alors en fait, si on prend l'expression thérapie de conversion au sens large, ça peut désigner des pratiques extrêmement diverses. Donc par exemple aux États-Unis dans les années 50, c'était plutôt des thérapies pratiquées par la médecine ou la psychiatrie qui pouvaient se manifester sous forme d'électrochoc ou de thérapie hormonale. Et en fait, à partir des années 70, au moment où l'homosexualité était beaucoup plus reconnue, enfin commençait à être reconnue dans les sociétés occidentales, il y a eu dans les milieux évangéliques américains la naissance d'un mouvement qui s'est appelé ex-gay, qui en fait était constitué d'homosexuels qui prétendaient avoir guéri de leur homosexualité grâce au Christ, qui se sont associés à des pasteurs donc évangéliques, et ce mouvement est né de petits groupes de parole, et en fait c'est étendu d'abord au sein d'autres religions, dont le catholicisme, et c'est exporté dans le monde entier en fait comme à la manière d'une multinationale à travers des missionnaires, etc. Et donc est apparu en France. Benoît, pour qu'on comprenne bien, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on subit une thérapie de conversion ? Alors après, ça dépend quel type de thérapie de conversion on subit, parce que la mission Flash l'a bien montré, il y a différents types de thérapies de conversion. Là, on parle beaucoup des thérapies de conversion dites religieuses, qui se passent dans un cadre confessionnel, lié à une lecture totalement dévoyée des textes, où ils viennent utiliser ça pour, avoir des propos répétés, qui viennent culpabiliser la personne, la mettre dans une situation de honte, et essayer de lui faire comprendre que si elle embrasse ce mode de vie, entre guillemets, cette tendance, puisqu'ils considèrent pas que ça fait partie de la personne, leur vie sera ruinée, vouée à l'enfer, etc. Donc beaucoup de rabâchage, etc. Mais il y a aussi des pratiques qui sont médicales. On le voit notamment à l'encontre des personnes transgenres, qui sont encore assez violentes aujourd'hui en France, et même des thérapies sociétales. On a eu des exemples de viols correctifs, enfin ça paraît hallucinant, mais ça existe, ou de mariage forcé dans certains cas. Timothée, vous avez donc enquêté sur ces pratiques. Est-ce qu'on peut les quantifier ? Et aussi, j'ose un parallèle avec les scandales de pédocriminalité dans l'Église, phénomène longtemps mis sous le tapis et minimisé. Combien de personnes touchent ces thérapies, et est-ce que la communauté catholique ou évangélique est dans le déni ou regarde ça en face ? Alors sur la question des chiffres, comme l'a dit Bastien Lachaud tout à l'heure, la proposition de loi va aussi permettre d'avoir des statistiques sur le sujet, parce qu'il n'y en a aucune en France. Le monde de la recherche français ne s'est pas intéressé à cette problématique spécifiquement, contrairement à d'autres pays où, par exemple, au Royaume-Uni, c'est assez intéressant ce qui s'est passé, puisque l'Église anglicane, qui est la principale institution religieuse, a demandé au gouvernement d'interdire les thérapies de conversion. Et à partir de là, le gouvernement, à l'époque de Theresa May, a lancé une étude pour quantifier ces pratiques, et le résultat, c'était que 7% des Britanniques LGBT s'étaient vus proposer une thérapie de conversion, principalement milieu religieux. C'est énorme. C'est énorme, et donc il faudrait absolument qu'on ait ce genre de statistiques en France. Et pour ce qui est des institutions religieuses, il y a eu des réactions très différentes en fonction des différentes institutions françaises, mais pour aller très vite, le Conseil national des évangéliques de France compte parmi ses membres Torrent de Vie, qui est une des principales associations pratiquant des thérapies de conversion en France. Donc ce CNEF l'a défendu depuis le début, et là récemment a envoyé aux députés des amendements pour édulcorer le texte, pour en fait pouvoir permettre aux pasteurs de continuer à faire des prières de délivrance, l'équivalent des exorcismes sur les homosexuels. Je vous donne la parole dans un instant. Est-ce que ces tentatives d'influer sur les députés ont fonctionné ? Est-ce que des députés ont proposé ces amendements-là ? Non, cela non, mais il y a eu d'autres tentatives visant notamment les personnes trans. Ouais, alors on va y venir justement. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas eu à ce point
Pour l'instant. Nous attendons la séance. Sur les chiffres, je voulais juste rajouter quelque chose. Le chiffre, en effet, de 7% ou entre 5 et 10 revient souvent. On l'a vu au Canada, aux États-Unis, et c'est 2 fois plus fort. Encore une fois, sur le sujet des personnes trans, on sait environ on dit souvent 14 à 15% de personnes transgenres qui s'est vu proposer ou subi des thérapies de conversion. Raison de plus pour que la transidentité fasse partie de la proposition de loi. On va y revenir. Une question d'abord, Timothée, dans votre livre, il y a un chapitre qui est intitulé L'ombre de la manif pour tous. En quoi est-ce qu'il y a un lien entre ce mouvement ultra-conservateur et homophobe et les thérapies de conversion ? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de terreau commun. C'est-à-dire que le mouvement ex-gay dans sa version catholique, comme la Manif pour tous, s'inscrivent dans ce que le sociologue Yann Raison du Closio appelle la contre-révolution catholique, qui ramène en fait, qui essaie de ramener des valeurs conservatrices contre l'évolution des mœurs dans la société. Et donc par exemple, les deux communautés religieuses qui ont été très présentes, très actives pendant la Manif pour tous, la communauté de l'Emmanuel et la communauté Saint-Martin, ont des liens très forts avec les thérapies de conversion. La communauté de l'Emmanuel a accueilli le mouvement américain Courage International, qui est inspiré des alcooliques anonymes, mais qui vise à non pas l'abstinence vis-à-vis de l'alcool, mais l'abstinence pour les homosexuels vis-à-vis des actes homosexuels. Et de la même façon, la communauté Saint-Martin est liée à des thérapies similaires. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que la Manif pour tous a beaucoup divisé les catholiques, plus que ce que les médias ont montré en fait.